Regardez, on en a pris l'habitude, Volodymyr Zelensky qui va sur le front. Eh bien, il y était de nouveau. Il dit être allé voir ses troupes à Pokrovsk. Et la ville, on le sait, est un nœud logistique clé sur le front Est, d'accord. Mais c'est surtout que l'armée russe, elle est tout près d'ici, parce qu'elle ne cesse d'avancer vers cette ville. Elle est à moins de 10 km maintenant. Donc, encore une fois, le risque est inouï, pris ici par le président ukrainien. Mais il continue, et c'est important, et dans le soutien de son armée, et dans le message qu'il veut faire passer à sa population. Oui, là c'est clairement, on voit il donne quelques décorations à ces hommes qui se battent sur le terrain. Il l'a déjà fait par le passé, justement dans des zones où les combats étaient très compliqués. Il est allé vérifier les lignes de fortification. Alors visiblement ça a un peu évolué. Moi j'y étais en septembre. Oui. Ce qui était frappant, c'est qu'on sentait que beaucoup de choses n'étaient pas prêtes. Il y avait beaucoup de lignes de défense après Pokrovsk, certaines vides, mais très peu en amont de la ville. Là, visiblement, mes collègues sur place disent que voilà, les choses ont évolué, il y a plus de lignes de défense, donc c'est sans doute ce qu'il est allé inspecter. Et après, sur l'avancée sur Pokrovsk, finalement, ça a beaucoup plus progressé au sud. Dans le sens de Kourakové, par exemple. Vers Pokrovsk, ils ont avancé aussi un petit peu, mais pas tant que ça, finalement. Ils ont été stoppés au mois de septembre, un petit peu au sud, une route au sud de Pokrovsk. Mais vous parliez de l'équipe sur place, effectivement, c'est Claire Cambier et Camille Souhaut qui sont donc dans cette région de Pokrovsk. Alors, elles n'ont pas pu être en direct avec nous pour des raisons de sécurité, justement par rapport à la visite de Volodymyr Zelensky. Écoutez, donc, elles sont tout proches de la ville. Et oui, Zelensky est venu cet après-midi à la rencontre des soldats de la 25e brigade aéroportée, brigade qui est en charge actuellement de la défense de la ville de Pokrovsk où nous nous trouvons. Et où vous le voyez, certains bâtiments ont été bombardés. Alors ce n'est pas un hasard si Zelensky a choisi cette région du Donbass et cette brigade. Les Russes poussent ici depuis des mois. 324 km² ont été perdus dans cette région de Donetsk sur le seul mois d'octobre. Et la 25e tente depuis le printemps de repousser ici l'ennemi. Alors le but, il est clair pour Zelensky, venir sur le front pour soutenir le moral des troupes qui connaissent une situation très compliquée ici. Il a remis des médailles, des récompenses aux soldats qui se sont démarqués par leur action. Alors pour le moment, Pokrovsk reste aux mains des Ukrainiens. Les Russes sont environ à 7 km, mais on entend clairement ici des tirs d'artillerie, signe que les combats ne sont pas loin. Il y a beaucoup d'habitants qui ont fui. Ils sont aujourd'hui 11 500. Ils étaient plus de 45 000 cet été. C'est ça qui est impressionnant. On est tout proche de la ligne de front. Je vous voyais réagir sur ces images. Oui, tout à fait, parce que je trouve que le symbole, comme le disait Hélène Bonnet, il est très fort en fait. Pokrovsk, c'est vraiment la cristallisation de toute l'avancée russe depuis ces derniers mois, pratiquement depuis janvier, avec la chute d'Advitka. Les troupes avancent vers Pokrovsk, mais on voit que depuis plusieurs semaines là, maintenant, il y a un frein assez important et il y a même pratiquement un stop. Et le fait que le président Zelensky a visité ses troupes sur le front, comme vous dites, à portée de n'importe quel tir d'artillerie. D'abord, c'est courageux. Deux, c'est effectivement ce qu'un chef doit montrer en temps de guerre. Mais un président en exercice, c'est quand même assez rare. Souvent, c'est des ministres de la Défense ou des chefs d'état-major d'armée qui vont voir leurs troupes. Là, que le président, on connaît le courage de Zelensky. Donc ça, c'est un facteur de morale pour les troupes et de détermination. Et puis, comme l'évoquait Hélène, en fait, le sujet actuellement se déplace un peu au sud, 45 km au sud, à comment s'appelle, Kourakové, autour du barrage, là. Et là, il y a un vrai danger d'un deuxième Advitka. Pourquoi ? Parce qu'il y a des phénomènes de pince. Alors là, il y a une grande vigilance. Manifestement, la 25e brigade aéroportée qui est sur Pokrovsk maintient bien la ville, a vraiment consolidé. Ouais. Et là, il y a un vrai frein à l'avancée. Par contre, au sud, pour l'instant, c'est un sujet de préoccupation. C'est intéressant ce que vous dites sur cette stratégie de la pince. Encore une fois, Ribard, donc le mille-blogueur dont on parlait dans cette longue interview, parlait de cette stratégie. Visiblement, les Russes seraient en train de changer et viseraient davantage les grandes villes. Écoutez l'analyse ensuite. Nous attendons vraiment l'hiver avec impatience. Il va nous aider. Avec l'hiver, les combats sont plus susceptibles de se dérouler dans des zones peuplées au lieu des champs ouverts. Car, avec le froid, c'est dur d'avancer. C'est pour ça qu'à Toretsk, Kourakov, Pokrov, les combats se dérouleront en agglomération.
Qu'est-ce qui veut dire là? Ça va se dérouler dans les agglomérations, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de tergiverser, ils vont aller droit dans la cible? Non, ce qui veut dire, c'est la fameuse Rasputitsa, c'est-à-dire qu'avec le mauvais temps, avec des chars ou des avions, des engins à véhicules à roues, vous ne pouvez prendre que les routes. Parce que sinon, vous allez vous embourber, en fait. Donc c'est ça qui veut dire, ça veut dire qu'on va se concentrer sur des routes et tout ça. C'est le cas à Kourakové, hein, il faut être prudent parce que ce phénomène de pince peut se refermer. Cela dit, ça limite aussi le champ de manœuvre. Vous ne pouvez pas partir dans tous les sens, vous êtes obligé, donc vous voyez arriver l'ennemi. Vous savez qu'ils vont venir par telle ou telle petite route et donc c'est plus difficile en attaque et c'est plus facile en défense. La défense là, elle est ukrainienne? Absolument. Donc, ça serait plutôt avantage... Donc, c'est plutôt... Mais il n'empêche qu'il y a quand même un souci actuellement du côté de Kourakové. Il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a un phénomène où, si vous voulez, il y a une pince qui s'est créée, en fait. Ouais. Un peu comme à Dvitka, où ça a progressé légèrement au nord du barrage, légèrement au sud du barrage, et il ne faut pas grand-chose pour fermer. Si vous fermez la pince, eh ben, vous avez toute la zone là qui est prisonnière. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé à Dvitka. Vous parliez de l'état d'esprit, pardon, Hélène, quand vous y étiez encore en septembre, qui a évolué depuis, bien évidemment. Les Ukrainiens, vous sentez que ça change? Vous sentez qu'ils pensent que les négociations vont être inéluctables? Je pense qu'ils le savaient déjà avant la victoire de Trump. Ils savaient qu'à un moment donné, de toute façon, il faudrait que ça se règle de cette façon-là. La question pour eux, c'était de savoir est-ce qu'ils auraient assez d'arguments pour peser dans ces négociations. Enfin, eux-mêmes, sur le terrain, en avaient conscience. Et à l'époque, quand j'étais en septembre à Pokrovsk, enfin, dans cette zone-là, ils nous disaient bon, c'est difficile pour nous, on n'est pas assez nombreux. On sait qu'on a prélevé des troupes pour les envoyer vers Koursk. Donc c'est difficile. C'est un sacré pari, mais si ça fonctionne, eh ben, tant mieux. Quelque part, on comprend. Ouais. Là, effectivement, alors entre-temps, je n'ai pas forcément rediscuté avec ces hommes-là, mais ça serait intéressant de voir dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, parce que cette Koursk n'est plus vraiment un succès désormais. Donc, tous ces sacrifices pour finalement voir que les Russes continuent d'avancer. Là, l'hiver arrive, ça va être très compliqué. Donc, c'est difficile. Là, c'est extrêmement difficile. Voilà, mais de toute façon, souvent, quand on est avec ces soldats, ils se posent rarement la question de ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques heures, parce que... Il faut se battre. Il faut se battre, ils n'ont pas le choix. Et se poser trop de questions, c'est peut-être laisser la porte ouverte à un effondrement personnel. Donc, exactement. Il y a le moral qui compte dans ces cas-là. Oui. Arthur, vous vouliez dire quelque chose il y a un instant? Oui, c'était pour rebondir un peu sur le discours de propagande de ce blogueur russe, qui dit que c'est une bonne chose que les combats se déroulent maintenant dans les agglomérations. C'est pas là où les Russes ont montré leur plus grande qualité. C'est aussi là où ils ont eu le plus de pertes à déplorer. Et on voit que depuis quelques semaines, effectivement, cette offensive s'accélère et que la Russie essaye rapidement de conquérir le plus de territoire possible. Pour une raison, c'est parce que si les négociations arrivent, cette question des concessions territoriales de l'Ukraine va arriver. Et depuis septembre 2022, dans la constitution russe, les territoires, les 4 oblasts du Donbass sont considérés comme territoires de la Fédération de Russie. Mais aujourd'hui, ces territoires, on les voit, ne les contrôle pas. Non. Donc aujourd'hui, Poutine arrive à la table des négociations et revendique des territoires qu'il ne contrôle pas. Non, c'est ça. Et s'il accepte de ne pas prendre ces territoires qui ne contrôlent pas, qui gardent ce qu'il contrôle actuellement, mais pas cette partie du Donbass qu'il considère comme la Fédération de Russie, mais qu'il n'a pas actuellement, il est obligé de détricoter la constitution russe. De dire qu'aujourd'hui, l'État russe n'est pas capable d'assurer la souveraineté territoriale de la Fédération de Russie. Donc cette constitution serait défaillante et l'État russe serait défaillant. Ouais,